Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, je voulais juste vérifier avec vous que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me le confirmer dans les chats qui est à votre disposition à droite de l'écran. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tout le monde. Vous pouvez utiliser ces chats pour toutes vos questions techniques. S'il y a un problème de son ou d'image, vous pouvez l'utiliser. Et aussi, vous pouvez poser toutes vos questions dans le volet questions qui est juste à côté. C'est plus simple pour nous pour regarder les questions après à la fin. Et on va répondre à vos questions tout à la fin de le webinaire. Vous recevrez les replays et aussi un lien pour télécharger la présentation après le webinaire. Bon, on commence. Je m'appelle Bruna Trevelin, je suis juriste à l'APP, l'Agence pour la protection des programmes. L'APP est une association dotée de 40 ans d'expérience. Nous sommes l'organisme de référence en matière de protection numérique pour les entreprises et institutions, mais aussi pour les particuliers en France et à l'international. Nos missions sont d'informer et de protéger nos membres dans la gestion de la propriété intellectuelle de leur création numérique, comme des logiciels, bases de données, sites web, etc. Pour ce webinaire, l'APP a invité Madame Laurence Bouchard, avocat spécialisée en matière de fiscalité, TVA et fiscalité appliquée dans les systèmes d'information au cabinet IDES Avocat, pour parler de la facture dématérialisée à la facture électronique, enjeux et perspectives. Maître, merci beaucoup pour votre présence. Je vous laisse la parole. Merci Bruna. Bonjour à tous. Je suis donc Laurence Bouchard, avocat, ravie de vous présenter aujourd'hui ce sujet de la facturation dématérialisée à la facturation électronique. Ça aurait pu s'intituler de la facture papier à la facture électronique en passant par la facture dématérialisée. L'objectif étant de vous faire une présentation de la situation à ce jour et de la situation à venir qui s'annonce avec la grande réforme de la facturation électronique qui sera introduite en France en 2024. Ce que je vous propose, c'est de faire donc une présentation de la facture dématérialisée, possible en France depuis 2013, une présentation du passage à la facturation électronique pour vous présenter les obligations et les nouveaux acteurs de cette réforme et comment vous aider à se préparer à la mise en place de la réforme. Alors tout d'abord, quelques dates pour la dématérialisation des factures en marche. La dématérialisation des factures a commencé dans les années 90, on partait du tout papier, et puis l'administration fiscale a admis sur agrément que la dématérialisation des factures soit possible. En 99, c'est la suppression de l'agrément, et puis en 2010 et 2013, deux directives très importantes, qui sont des directives de l'Union européenne, qui ont libéralisé les formats de factures en Europe. Depuis 2013, en France et en Europe, tous les formats de factures sont admis, sous réserve toutefois de l'accord du co-contractant, et c'est très important puisque pour la facture électronique, il n'y a plus besoin d'accord du co-contractant. Aujourd'hui, avant la réforme, tous les formats de factures sont admis en Europe, bien entendu, sous réserve de respecter certaines garanties que je vais vous présenter. En 2017, la France a été assez précurseur avec la mise en place de la généralisation de la facturation électronique dans le cadre du B2J, c'est-à-dire que tout fournisseur qui facture une entité publique en France doit nécessairement passer par un portail de facturation qui s'appelle Chorus Pro, qui sera le prochain portail public de facturation dans le cadre de la réforme. En 2018, c'est l'introduction de la copie fiscale des factures papier qui autorise les contribuables à se défaire des factures papier qu'ils reçoivent sous certaines conditions que je vais vous énumérer tout à l'heure. La dématérialisation des factures est un mouvement en marche qui a tendance à se généraliser. Pourquoi est-ce qu'il est important de passer à la dématérialisation des factures et pourquoi est-ce que ça a été un enjeu des politiques publiques en France ? Eh bien parce que la gestion d'une facture électronique, d'une facture dématérialisée, est une façon d'améliorer la compétitivité des entreprises. Il y a des études très savantes qui ont été faites, qui ont permis de chiffrer le coût de traitement des factures, qui est de l'ordre de 4,5 milliards d'euros en France, c'est absolument énorme. Alors que
Ces mêmes études ont démontré que le gain estimé en cas de traitement d'une facture électronique ou dématérialisée, par comparaison avec une facture papier, est de l'ordre de 5 à 10 euros par facture. Il y a donc là un vrai gain de compétitivité pour les entreprises, un vrai gain. Si on traite une facture dématérialisée ou une facture électronique, eh bien, cela coûte beaucoup moins cher. On gagne ne serait-ce que le coût du timbre, le coût du papier. Voilà. Donc, c'est pourquoi ça a été un enjeu des politiques publiques. Le fait de s'échanger entre fournisseurs et clients des factures qui ne sont plus des factures papier permet de réduire les délais de paiement, puisqu'on peut arriver à un traitement en temps réel des factures, ce qui permet d'améliorer la trésorerie des entreprises. Le stockage des factures dématérialisées est moins coûteux que le stockage des factures papier. C'est pourquoi ça a aussi été un des critères de la dématérialisation des factures, qui permet de faciliter et d'accélérer le suivi de traitement des factures entre les entreprises. Alors, pourquoi est-ce un enjeu fiscal? Je suis avocat fiscaliste spécialisé en matière de TVA, et au-delà de l'aspect opérationnel de la facture, je suis là pour vous parler de l'aspect fiscal de la facture et vous rappeler que la facture, c'est le document qui permet au contribuable de déduire la TVA. Le contribuable qui reçoit une facture doit garantir à l'administration fiscale 3 principes qui sont des principes énoncés par les directives européennes, qui sont l'authenticité de l'origine de la facture, l'intégrité de son contenu et la lisibilité tout au long de sa période d'archivage. La période d'archivage en matière fiscale est de 6 ans à compter de la date d'émission de la facture. Donc retenez bien ces 3 principes: authenticité de la facture, intégrité du contenu, lisibilité du document facture tout au long de la période d'archivage. C'est la condition pour garantir le droit à déduction de la TVA. Les factures doivent être présentées à l'administration fiscale sur demande. C'est pourquoi il faut s'interroger sur la façon dont doivent être archivées les factures. Une facture papier doit nécessairement être archivée sur le sol français. Une facture dématérialisée, reçue comme telle, peut être archivée sur un serveur situé en France, dans l'Union européenne, sous certaines conditions. Et donc, les modalités d'archivage des factures et leurs lieux d'archivage sont strictement réglementés pour que, en cas de contrôle, l'administration fiscale puisse y avoir accès sans difficulté, puisque c'est un des enjeux majeurs du contrôle TVA opéré dans le cadre des contrôles fiscaux. Il existe en France des brigades de contrôle qui sont spécialisées dans le contrôle des obligations de facturation et qui sont habilitées à diligenter des contrôles spécifiques sur les factures des entreprises. Donc, la facture est certes un enjeu opérationnel très important pour les entreprises. Il ne faut pas oublier son enjeu fiscal et son enjeu TVA, qui est un enjeu majeur. Donc, tous les formats sont admis, comme je vous le disais, tous les formats de facture sont admis, sous réserve, comme je vous le disais également, de l'accord du co-contractant, c'est-à-dire que le fournisseur qui veut émettre une facture PDF aujourd'hui vis-à-vis de son client peut le faire à condition que son client soit d'accord. Il peut s'y opposer. Le document facture est donc un enjeu fiscal majeur pour les entreprises, et ceci sous contrôle de l'administration fiscale. En effet, comment fait-on pour garantir authenticité de l'origine, intégrité du contenu et lisibilité de la facture lorsqu'on a des factures dématérialisées? Le Code général des impôts nous dit que si certaines techniques informatiques sont adoptées par le contribuable pour l'émission de leur facture, à savoir l'EDI fiscal ou la facture assortie d'une signature électronique qualifiée de niveau 2 ou 3 étoiles RGS, alors il n'est pas nécessaire d'avoir une piste d'audit fiable. Les éléments factures qui sont émis et qui sont échangés entre clients et fournisseurs en EDI fiscal ou en signature électronique qualifiée 2 ou 3 étoiles sont en eux-mêmes suffisamment sécurisés d'un point de vue informatique pour être considérés comme permettant de garantir authenticité, intégrité et lisibilité. En revanche, les autres formats de factures qui peuvent être échangés, les autres formats électroniques, un PDF simple, une facture PDF avec une signature électronique qui serait de niveau 1 étoile, ou alors les factures papier, eh bien, lorsque ces formats sont échangés, l'administration fiscale y a vu un risque de fraude à la TVA.
parce que rien n'est plus facilement modifiable qu'un PDF simple. Comment alors s'assurer lors des contrôles fiscaux que la facture PDF présentée à l'inspecteur est bien une facture qui permet le droit à déduction de la TVA? Eh bien, c'est à condition de mettre en place dans ce cas ce qu'on appelle une piste dite fiable, qui est faite de contrôles documentés et permanents. J'insiste sur cette obligation parce qu'elle survivra dans le cadre de la réforme et il ne faut pas le négliger. Une piste d'audit fiable, qu'est-ce que c'est? Comme je vous le disais, soit si c'est pour les formats de factures qui sont échangés, qui ne sont pas sécurisés, EDI fiscal, signature électronique. Quand je suis dans un autre format, papier ou format électronique, eh bien, je dois démontrer à l'administration que la facture qui lui est présentée est une facture qui a bien fait l'objet d'un devis, pour par exemple une livraison de biens, que la livraison de biens a bien été réceptionnée, que la marchandise est conforme à ma commande, que j'ai bien payé cette facture, que je ne l'ai pas payée 2 fois. Donc la piste d'audit fiable, c'est ce qui permet de remonter de la facture au devis initial et du devis initial à la facture dans les 2 sens. Et la piste d'audit fiable peut être mise en place par les contribuables à leur libre appréciation. Ils mettent en place les contrôles qu'ils veulent, mais il faut démontrer que les factures entrantes, les factures fournisseurs, n'ont pas été modifiées pendant la période d'archivage et qu'elles sont bien le sous-jacent d'une opération économique d'amont qui a été engagée par l'assujetti pour le besoin de ses propres activités économiques. Le risque, vous le comprenez, en fait, c'est de se voir refuser le droit à déduction de la TVA d'amont, c'est-à-dire 20% du montant des achats, c'est énorme. Aujourd'hui, dans les contrôles fiscaux, l'administration fiscale demande systématiquement, après avoir demandé le fichier des écritures comptables lors de la première visite, demande nécessairement de voir la piste d'audit fiable des contribuables. Le niveau de piste d'audit fiable et le niveau d'exigence dépend de la taille de l'entreprise. On sera beaucoup plus exigeant pour une entreprise qui est de taille importante que pour une petite entreprise qui pourra faire une présentation à l'oral à l'inspecteur. Encore une fois, j'insiste sur cette obligation de piste d'audit fiable parce qu'elle survivra dans le cadre de la réforme qui ne fait finalement que modifier les modalités d'échange des factures elles-mêmes. Mais le sous-jacent doit toujours être assuré pour avoir été engagé dans le cadre des opérations de l'assujetti. Donc, tout est possible, mais je reçois des factures papier néanmoins. Est-ce que je peux jeter le papier? Oui, c'est possible depuis 2017. C'est possible en France de jeter les factures fournisseurs papier sous certaines conditions strictes. Et on s'aperçoit dans les faits que les entreprises sont assez réticentes à jeter le papier. Depuis 2017, il est donc possible, selon certaines conditions, d'avoir une copie fiscale d'une facture papier, à condition que la numérisation vers un support informatique soit réalisée dans des conditions qui garantissent la reproduction à l'identique en images et en contenu. C'est-à-dire que l'opération ne doit pas, si elle est faite via un service de compression, eh bien, elle doit s'opérer sans perte. Identique en image si jamais la facture papier comportait des couleurs qui sont porteuses de sens, c'est-à-dire une signature ou un montant qui serait indiqué en rouge, eh bien, il faut que la copie informatique du document papier garde ces mêmes couleurs. C'est très important pour garantir l'identicité donc, de la facture papier en image et en contenu. Chaque fichier numérisé doit être conservé selon le format PDF ou PDF A3, assorti d'un dispositif de sécurité fondé sur un certificat qualifié, cette fois-ci de niveau 1 étoile. C'est un niveau de sécurité du cachet serveur ou de la signature électronique qui est moindre que celui que je vous annonçais tout à l'heure. Et chaque fichier doit être horodaté au moyen d'une source d'horodatage interne pour dater les différentes opérations réalisées. La procédure d'archivage et de numérisation des factures papier doit faire l'objet d'une piste d'audit fiable dédiée qui permet de garantir intégrité, lisibilité et disponibilité des factures pendant la période d'archivage. L'horodatage, dans ce cas, est très souvent utilisé par les entreprises pour garantir et donner une date certaine au processus de numérisation des factures.
Si l'ensemble de ces conditions sont réunies, alors le contribuable pourra jeter la facture papier. Vous entendez bien dans tout ce que je vous dis qu'il faut en amont se poser la question de la conformité fiscale de son processus de numérisation des factures. Il ne suffit pas de passer la facture dans le copieur pour en faire un PDF, ça ne suffit pas pour jeter le papier le papier directement, et on s'aperçoit dans les faits que les entreprises gardent quand même le papier et font également la numérisation fiscale en attendant que l'administration finalement audite leur système de numérisation pour s'assurer qu'il soit conforme d'un point de vue fiscal. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé à la facturation électronique? Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans qu'on a mis en place des systèmes qui permettent de passer de la facture papier à une facture dématérialisée. Mais néanmoins, les gouvernements se sont aperçus que ce passage et cette modification n'étaient pas assez adoptés par les entreprises et qu'il fallait passer à une facturation électronique obligatoire, c'est le changement principal par rapport à la dématérialisation des factures, pour qu'on arrive à lutter contre la fraude à la TVA, à permettre aux entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des économies de trésorerie sur le coût de traitement des factures papier et qui puissent faire des économies d'échelle. Vous verrez, une fois que je vous aurai présenté les principes généraux de la facturation électronique, que ça va nécessiter au départ de la part des contribuables des investissements. Il va falloir se poser des questions, il va falloir envisager tout ça, ça va avoir des coûts, mais ces coûts finalement seront faits les premières années et à terme, il y aura un vrai gain de productivité pour les entreprises. L'objectif, quelques dates pour le passage à la facturation électronique, comme je vous le disais, 2017, Chorus Pro pour le B2G, en 2019 en Italie, le passage à la facturation électronique, et puis en juillet 2024, l'obligation pour tous les contribuables français de recevoir des factures électroniques. Quelle que soit la taille de l'entreprise, tous les contribuables, en juillet 2024, devront se préparer à recevoir et à traiter des factures électroniques. Chacun, de juillet 2024 à janvier 2026, aura une obligation progressive d'émettre des factures électroniques. J'attire votre attention sur le projet de directive du 8 décembre dernier qui envisage une mise en œuvre de la facturation électronique au niveau européen. Donc, le mouvement de la facturation électronique s'accélère. La dématérialisation des factures n'était pas assez adoptée par les entreprises et le seul moyen de sécuriser et fluidifier les flux était ce passage à la facturation électronique. L'objectif pour l'administration fiscale, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, les économies d'échelle dont j'ai parlé, et à terme, la possibilité pour l'administration fiscale de pré-remplir les déclarations de TVA de tous les contribuables français. Et c'est très important puisque cela guide les différents niveaux d'obligation auxquels les contribuables vont devoir faire face. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est ce passage à la facturation électronique? Eh bien, on a 3 blocs. La facturation électronique d'une part, dit e-invoicing, le e-reporting d'autre part, et la transmission relative aux données de paiement. La facturation électronique, c'est l'échange électronique de factures pour les transactions domestiques, donc franco-françaises, réalisées entre assujettis et de transmission à l'administration des données de facturation. À partir du moment où un contribuable français émet une facture à son client français, que l'opération est soumise à la loi de facturation française, alors je suis dans le champ d'application du e-invoicing. J'ai une obligation d'émission de la facture sous un format électronique que l'on verra tout à l'heure. Il y a certaines exceptions qui sont importantes. Toutes les opérations qui sont classées secret défense ne sont pas dans le champ de la réforme. Et les opérateurs qui bénéficient d'une dispense de facturation, notamment les opérateurs du secteur bancaire, de la formation, de l'éducation, de l'assurance, sont hors champ de la réforme pour ces secteurs en question qui bénéficient d'une dispense de facturation. Le e-reporting, de quoi s'agit-il ? Je ne peux pas, en tant que gouvernement français, imposer mon obligation de e-invoicing à des assujettis qui ne sont pas établis en France. C'est pourquoi
Néanmoins, j'ai quand même besoin de savoir, pour les contribuables français, lorsqu'ils font une opération, par exemple, de livraison intracommunautaire de biens, j'ai besoin de connaître l'information. Donc, je ne peux pas demander la facture elle-même, je ne peux pas demander les données de facturation et je ne peux pas imposer un format. C'est pourquoi je vais demander les opérations sous forme de e-reporting, c'est-à-dire que les contribuables français devront transmettre à l'administration fiscale via le e-reporting toutes les données des transactions liées aux transactions non domestiques, sauf si je suis dans un cas de dispense de facturation. Pour les importations, je ne suis pas également dans le champ, puisque en fait, c'est déjà la douane pré-remplit déjà les informations relatives aux importations dans la CA3. Et puis, le e-reporting, c'est également l'obligation de transmission des données de transaction en cas de B2C, c'est-à-dire lorsque l'assujetti fait des opérations vis-à-vis d'une personne non assujettie, un consommateur ou une association non assujettie. E-invoicing, e-reporting et transmission relative aux données de paiement. Pourquoi ? Eh bien parce que les données de paiement doivent être transmises uniquement pour les prestations de services, parce qu'en matière de prestations de services, l'exigibilité de la TVA est différée, non pas, elle n'a pas lieu non pas au moment de l'émission de la facture, comme pour les livraisons de biens, mais elle a lieu au moment du paiement de la facture, sauf si le contribuable émetteur a opté pour la TVA pour les débits. Donc, pour les prestations de services, pour que l'administration fiscale puisse pré-remplir les déclarations de TVA, elle a besoin de savoir quand est-ce que la facture de prestation de service a été effectivement payée par le contribuable. On distingue donc 3 typologies de flux. Il y a le B2B domestique qui rentre dans l'obligation e-invoicing, le B2B international qui rentre, donc c'est, comme je vous disais, une opération entre 2 assujettis dont l'un est établi en France et l'autre est établi dans l'UE ou hors UE. Dans ce cas, je suis dans une obligation de e-reporting. Le bloc de données à transmettre à l'administration fiscale est de l'ordre de 35. Il est important de comprendre que l'administration fiscale n'a pas les factures. L'administration fiscale, on lui transmet les données de transaction, lui permettant de pré-remplir les déclarations de TVA. Après vient le B2C, où là, l'obligation de e-reporting est plus allégée, c'est de l'ordre d'une quinzaine de données de transaction. Bien entendu, il y a des spécificités pour les sociétés étrangères qui sont immatriculées à la TVA en France, pour les sociétés qui sont établies dans les DOM-COM, mais je ne peux pas rentrer dans le détail à ce stade. Alors, quel est le calendrier de la réforme ? Comme je vous le disais, la réception des factures en format réforme de la facturation est obligatoire pour tous les assujettis français au 1er juillet 2024. Ça veut dire qu'au 1er juillet 2024, il va falloir que tous les assujettis se connectent sur l'annuaire, qu'on verra tout à l'heure, qui permet en fait le routage des factures. L'annuaire, il est géré par l'administration fiscale et les entreprises peuvent paramétrer dans l'annuaire la façon dont elles souhaitent recevoir les factures électroniques de façon à faciliter leur traitement en interne. L'obligation d'émission des factures est progressive selon la taille de l'entreprise. D'abord, elle s'applique pour les grandes entreprises dès le 1er juillet 2024. On estime qu'il y a à peu près 400 grandes entreprises en France qui sont concernées, à savoir EDF, Orange, voilà, qui passent dans la réforme au 1er juillet 2024. Au 1er janvier 2025, ce sont les ETI. Au 1er janvier 2026, tous les autres contribuables, les PME, TPE, micro-entreprises. Comment sait-on si on est dans l'une ou l'autre des catégories d'entreprises ? L'appréciation se fait au niveau du numéro SIREN de la société en question. C'est important, si on appartient à un groupe qui serait une ETI ou une grande entreprise, eh bien, l'appréciation ne se fait pas au niveau du groupe, elle se fait au niveau du numéro SIREN et on regarde l'effectif de l'entreprise, enfin de la société, et ensuite les critères liés à son chiffre d'affaires ou au total de son bilan, que vous avez dans le tableau ici indiqué, l'appréciation se faisant sur l'exercice clos au 30 juin 2023 ou le prochain exercice clos le plus près de cette date. Alors, qu'est-ce qui va changer dans le passage à la facturation électronique ? Qu'est-ce qui est
fondamentalement nouveau. Je vous disais tout à l'heure, on n'a plus besoin de l'accord du co-contractant pour émettre une facture électronique. De toute façon, cette facturation électronique, elle est obligatoire. La notion même de facture vient à changer, puisqu'une facture électronique comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée selon une syntaxe spécifique. Pourquoi c'est important sous forme structurée et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le fait que les données soient sous forme structurée, cela permet leur extraction et cela permet leur extraction de façon standardisée, de façon à pouvoir faciliter la transmission des données de transaction à l'administration fiscale. C'est la fin du papier, c'est la fin du PDF. Le PDF est toléré jusqu'à fin 2027, mais c'est bien quelque chose qui est important d'avoir en tête. Les modes de format d'échange de factures sont différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mode de transmission qui est direct du client au fournisseur, du fournisseur au client. Là, on passera nécessairement par un tiers qui sera seul habilité à transmettre les données au portail public de facturation ou à l'administration fiscale. Je m'expliquerai tout à l'heure. Il y a des nouvelles mentions sur facture qui sont obligatoires, puisque je vous disais tout à l'heure que dans l'annuaire, eh bien, c'est au niveau du numéro SIREN de chaque entreprise. Le numéro SIREN fait partie des nouvelles mentions obligatoires. Je vous disais également qu'il y avait des différences de perception de la TVA selon qu'on est en livraison de biens ou en prestation de services. Eh bien, il va falloir désormais sur les factures qualifier l'opération et voir s'il s'agit d'une opération de livraison de biens, de prestation de services ou mixte. Et ça, c'est une qualification qui se fait d'un point de vue fiscal. Donc, c'est des questions qu'il va falloir anticiper pour savoir dans quel flux on va se positionner. Donc, voilà, ce sont des changements qui sont fondamentaux et qui sont très importants. Le format d'échange des factures va changer. Les données à transmettre sont modifiées. Il y a des nouvelles mentions sur facture et on doit nécessairement adresser sa facture via ce qu'on appelle une PDP ou le PPF. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Quels sont ces nouveaux acteurs dans le cadre de la réforme? Vous allez voir, vous allez être spécialiste de ces acronymes. Donc, la France a fait le choix de la mise en place d'un schéma en Y. D'une part, j'ai les entreprises, donc fournisseurs, clients. Après, je peux complexifier un petit peu et avoir un tiers payeur, un centre de services partagé, un facteur, les entreprises. Puis, il y a ce qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation. Les OD sont des prestataires de services qui proposent aux clients de les aider dans l'émission ou dans la réception de leurs factures et qui peut les aider à mettre en place la réforme. Ils n'ont toutefois pas la capacité d'émettre et de recevoir les factures sous les formats du socle, c'est important. Les plateformes de dématérialisation partenaires sont des plateformes qui sont immatriculées et qui sont en fait agréées par l'administration fiscale. Elles seront connues en décembre 2023, c'est assez tardif, mais au moins elles seront connues toutes ensemble et elles seront seules habilitées avec le portail public de facturation à émettre et recevoir les factures B2B domestiques entre assujettis et à transmettre le e-reporting et à gérer l'annuaire. C'est donc des partenaires fondamentaux de la réforme parce qu'elles vont proposer aux clients, enfin aux entreprises, des services complémentaires aux services qui seront proposés par le portail public de facturation. Le PPF, le portail public de facturation, c'est le concentrateur des flux. C'est le seul à transmettre les flux de transactions à l'administration fiscale. On peut le choisir pour être directement, une société peut tout à fait choisir d'être directement connectée pour l'émission et la réception de ses factures sur le portail public de facturation. Aucune obligation de passer par une PDP. Il y a tout à fait la possibilité de passer directement par le portail public de facturation qui n'est autre que Chorus Pro généralisé à l'ensemble des entreprises. Quels sont les formats du socle dont j'ai parlé à plusieurs reprises? Eh bien, les formats du socle, ce sont les formats de factures qui sont UBL, C2I, FactureX. Ce sont les 3 seuls formats d'échange des factures qui sont admis dans le cadre de la réforme.
le PDF, l'utilisation de factures PDF sera tolérée à titre transitoire jusqu'à fin décembre 2027. La problématique du PDF simple, c'est que les données qu'il contient ne sont pas structurées et donc ne peuvent pas être transmises de façon automatisée à l'administration fiscale. Alors, voici quelques blocs de présentation des schémas. J'espère que vous voyez ma souris. C'est pour vous présenter ce fameux schéma en Y. De quoi s'agit-il? Donc là, on a un fournisseur A qui a choisi d'émettre ses factures via une PDP, plateforme de dématérialisation partenaire agréée, connue en juillet 2023. Elle émet donc ses factures via la PDP. La PDP transmet les données de transaction de la facture au PPF. Le PPF transmet les données à l'administration fiscale et la PDP de l'émetteur A transmet ensuite les flux de factures à la PDP de B parce que B, sur l'annuaire, a choisi de recevoir ses factures électroniques via sa PDP qu'il a nommée, ce qui induit donc une interopérabilité nécessaire entre les différentes PDP et la PDP transmettra ensuite à l'acheteur la facture. Laurence, oui. Je pense que nos spectateurs, on ne peut pas voir votre souris. Si vous pouvez juste dire dans quel endroit vous allez. Oui, merci. Je suis donc dans le cadre en haut à gauche, dans le cycle A vers B. Donc A et B ont chacun choisi de passer par une PDP, A pour l'émission de la facture, B pour la réception. Le premier flux qui apparaît est le flux de facture. A transmet le flux de facture à sa propre plateforme de dématérialisation partenaire qui extrait qui émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur et qui l'émet vers la PDP de l'acheteur qu'on voit en petit cercle bleu et la PDP de l'acheteur transmettra à l'acheteur la facture en question. Les données de transaction qui sont les flèches en rouge sur le schéma et c'est le petit 2 sur le schéma en haut à gauche dans A vers B, la PDP de l'émetteur va transmettre les données extraites des factures au portail public de facturation qui lui-même les transmettra à l'administration fiscale. Deuxième hypothèse, le deuxième cadre à droite, en haut à droite, lorsque A émet une facture vers D. A a choisi une PDP et D n'a pas choisi de PDP. D est directement connecté au portail public de facturation. Dans ce cas, A émet la facture via sa PDP et le portail de facturation transmet la facture à l'acheteur. Si C et D, dans le cadre en bas à gauche, sont directement connectés au portail public de facturation, le flux, vous voyez, n'est toujours pas direct. Il passe nécessairement par le portail public de facturation. C émet la facture, alors peut la saisir en ligne sur le portail public de facturation. Le portail public de facturation génère la facture électronique selon un des formats du socle, et ensuite, le portail public de facturation transmet à l'acheteur la facture électronique et extrait les données, la flèche en rouge toujours, extrait les données des factures pour les transmettre à l'administration fiscale. Et vous l'aurez compris, maintenant vous êtes des spécialistes, le dernier cadre en bas à droite, c'est le cas où C est connecté directement au portail public et B, l'acheteur, passe nécessairement par une PDP pour recevoir ces factures. Vous voyez, à côté de chaque cadre jaune, vous avez l'indication des OD, les opérateurs de dématérialisation. Ils ne sont pas agréés, donc eux n'émettent jamais les factures, ne les reçoivent jamais au nom et pour le compte de l'acheteur. En revanche, ils peuvent être là, si les entreprises ont choisi de faire appel à leurs services, pour les aider dans la gestion des flux. Voilà une cartographie des flux qui est issue du dossier des spécifications externes. Donc, le dossier des spécifications externes, c'est un document de 150 pages émis par la DGFiP et l'AIFE, qui est l'Agence de l'informatique financière de l'État, et qui a cartographié toutes les possibilités de flux qui peuvent exister.
Le flux, par exemple, numéro 1 est le seul flux que l'on voit entre portail public de facturation et administration fiscale. C'est les flux des données de facturation. Et on retrouve cette petite pastille 1 lorsqu'on est ici entre les PDP et le portail public de facturation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mes flèches en rouge juste avant. C'est le fait que les données de transaction sont extraites des factures aux données structurées, sont extraites au portail public de facturation, puis à l'administration fiscale. Ceci pour vous montrer finalement la complexité des flux qui peuvent exister. Et dans les spécifications externes, l'administration fiscale a fait un vrai travail pédagogique vis-à-vis des entreprises pour décrire la syntaxe informatique, etc., et pour envisager des cas d'usage, puisque on n'est pas... il y a énormément de cas dans lesquels les problématiques peuvent exister. Qu'est-ce que je fais si je dois faire un avoir? Qu'est-ce que je fais si j'ai une réception partielle? Qu'est-ce que je fais? Voilà, énormément de cas d'usage qui sont prévus, qui sont documentés dans les spécifications externes que vous pouvez trouver en ligne. Malheureusement, ils ne prévoient pas tout et malheureusement, on a encore des précisions et des questions à se poser qui sont nombreuses, mais c'était pour vous montrer la complexité des flux. Ici, j'ai cartographié les différents flux selon, puisque ça renvoie aux couleurs de la slide précédente. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a un flux cycle de vie de la facture qui va être important de renseigner aussi. C'est-à-dire qu'une facture, lorsqu'elle aura été réceptionnée, payée et réceptionnée, acceptée, traitée, en fait, à chaque stade de son cycle de vie, il faudra transmettre à son contractant finalement des informations sur le cycle de vie de la facture, c'est ça qui va permettre le traitement en temps réel des factures. En soi, le cycle de vie, il y a 14 données recommandées, 14 statuts recommandés, il n'y en a que 4 qui sont obligatoires. Quels sont les critères de choix et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va choisir de passer par une PDP ou par une OD? Comment essayer de faire son choix? Ça va dépendre bien entendu des contraintes techniques et opérationnelles de chaque assujetti. Mais il faut avoir en tête que le PPF, donc portail public de facturation, assure un minimum de services. Une petite entreprise qui veut émettre ses factures en format électronique, elle aura intérêt à se connecter directement sur le PPF pour saisir ses factures et le PPF émettra les factures en son nom et pour son compte et ira voir le destinataire de la facture. Par contre, si les flux sont plus complexes, si le RP n'émet que des PDF et que c'est trop difficile de passer à un autre format, si la société n'est pas en mesure d'émettre elle-même un des formats du socle pour le transmettre au PPF, eh bien, les PDP ont la possibilité d'assurer des conversions de format et c'est ce qui fait leur valeur ajoutée majeure par rapport au PPF. Donc, je pourrais adresser une facture PDF à la PDP qui pourra ensuite transformer le format de la facture pour émettre en mon nom et pour mon compte une facture au format du socle. Les OD proposeront, probablement comme les PDP, des services complémentaires, des contrôles métiers, des différentes choses, et notamment les PDP et les OD pourront proposer l'émission de factures dans le cadre du B2B international, du B2C, voilà. Donc, tout un tas de services proposés par les PDP et les OD différents du PPF et qui peuvent permettre de vous aider dans le choix de l'opérateur à venir. Bien sûr, vous pouvez choisir plusieurs PDP, vous pouvez choisir le PPF et la PDP pour un autre flux. Voilà, c'est tout un tas de choses. C'est pour ça qu'il est largement recommandé d'anticiper. J'y viens tout de suite. Donc, l'annuaire est administré par le PPF et il rassemble les entreprises qui sont assujetties à la TVA et destinataires des factures. L'annuaire, c'est ce qui va permettre le routage des factures et c'est pour ça que toutes les entreprises doivent aller se connecter sur l'annuaire. Ça ne va pas prendre bien longtemps, hein, c'est le fait de se connecter et de se créer un compte sur l'annuaire pour dire comment je veux recevoir mes factures. Et puis de dire si je veux recevoir mes factures via le PPF ou via une PDP.
Donc, la connexion sur l'annuaire est une obligation, la première obligation des assujettis. Alors, comment se préparer à la réforme ? En fait, en soi, les sanctions financières, si une entreprise qui est dans le cadre de la réforme et qui ne passe pas dans la réforme, les sanctions financières sont finalement pas très significatives. C'est de l'ordre de 15 € par facture, limité à 15 000 € par an. C'est rien, mais à côté de ça, enfin c'est rien. Si, c'est une somme, mais ce que je veux dire, c'est que pour les entreprises de taille importante, on pourrait se dire, par rapport aux investissements que cela va me générer, eh bien, je préfère ne pas passer dans la réforme. Eh bien non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, parce que à défaut d'émettre une facture qui doit entrer dans le champ de la facture électronique, eh bien, le fournisseur ne sera pas payé de sa facture. La seule facture valable, ça sera la facture électronique dans le cadre de la réforme. Il y a aussi un enjeu de réputation, puisque l'administration fiscale estime avoir suffisamment anticipé la mise en place de la réforme, estime avoir suffisamment communiqué pour que le calendrier de mise en place de la réforme soit dûment respecté par les contribuables. Donc, il est impératif d'anticiper pour comprendre la réforme, qu'est-ce que ça va induire dans vos organisations, pour connaître le calendrier, quelles sont dans mon organisation les entreprises qui doivent passer dans le cadre de la réforme et à quel rythme, pour valider le traitement TVA des opérations. Une fois que les tuyaux informatiques, en fait, auront été mis en place, ça sera difficile de changer le traitement TVA des flux, ça sera des adaptations. Il est largement préférable de valider en amont le traitement TVA des opérations et d'anticiper les modalités d'échange et de traitement des factures pour vous faciliter la vie. C'est un travail en amont qui est fastidieux, certes, mais qu'il est important de bien avoir en tête. Et puis, il faut également préparer les contrats avec les PDP. Je vous disais tout à l'heure que la piste de dite fiable survit dans le cadre de la réforme. Oui, parce que je dois toujours garantir authenticité du contenu, intégrité du contenu, authenticité de la facture et lisibilité pendant toute la période d'archivage. Et finalement, les PDP, le PPF, ne sont que des canaux d'émission de ma facture. Mais néanmoins, la facture, elle doit bien être le sous-jacent d'une opération qui est réalisée dans le cadre de mes activités soumises à TVA. Et donc, j'aurai toujours l'obligation de garantir l'existence d'une piste de dite fiable. Et dans le cadre des contrats avec les PDP, eh bien, quels sont les contrôles qui sont faits par les uns et par les autres ? Par exemple, je vous disais tout à l'heure, le numéro sirène est une des nouvelles obligations de mention sur facture, le numéro sirène du client. Donc, si le sirène du client doit exister, est-ce qu'il est valable ? Qui fait ce contrôle? Est-ce que c'est la PDP qui va le faire ou est-ce que c'est moi qui dois le faire en interne? Ou alors, vous voyez, est-ce que je dois m'assurer avant de transmettre à la PDP l'information sur les données de facture? Est-ce que je dois, moi, m'assurer que le sirène qui est renseigné sur ma facture correspond bien à l'entité légale qui est facturée? Parce que finalement, peut-être que la PDP ne fera qu'un contrôle de l'existence du numéro sirène dans l'annuaire général, et sans vérifier la correspondance de ce numéro avec l'entité facturée. Ça, c'est des choses qu'il faut anticiper, il faut savoir qui va faire ces contrôles et comment je vais adapter ma piste de dite fiable dans le cadre de mon organisation. Et donc, la meilleure façon de se préparer à la réforme, c'est de faire une cartographie détaillée des flux de facturation entrants et sortants. Il faut aller le plus possible dans le détail pour savoir qui facture, qui me facture, à qui je facture, quel est le traitement, est-ce que je suis en e-invoicing, en e-reporting, quels sont les traitements TVA de l'ensemble de ces opérations, quelles sont les mentions qu'il faut porter sur les factures, les mentions d'exonération, de quoi s'agit-il, quelles opérations, est-ce que c'est du bien, est-ce que c'est du service mixte? Et la question n'est pas simple en matière de TVA, je vous l'assure. Il faut donc revoir les flux de facturation qui pourraient ne pas être conformes. Si j'ai un système informatique qui émet des factures de façon intempestive, et je l'ai déjà vu, alors que juste parce que c'est un transfert de stock d'un point A à un point B, mais toujours en interne dans l'entreprise, il y a certains logiciels de stock qui émettent des factures et ce ne sont pourtant pas des factures puisque l'entité facturée, c'est bien la même. Donc, il faut revoir tous ces éléments-là, faire une étude d'impact pour les changements de
de formats de facture à venir. Il faut former les équipes parce que ça va être une vraie révolution et il faut anticiper pour voir le mode de réception. La première étape à réaliser, c'est de voir comment moi, je veux recevoir mes factures électroniques de façon à être certaine que je pourrais les traiter et réceptionner les données comme il faut. Donc, une vraie réforme majeure qui s'annonce. Il n'est pas encore trop tard, on est en 2023, mais il faut quand même anticiper et se poser des questions fiscales puisque les enjeux restent majeurs. Il est exactement 15h45. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette intervention super intéressante. On a pas mal de questions dans le volet questions et aussi dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez juste choisir les plus pertinentes dans le temps qu'on a. Alors, vous arrivez à le lire? Oui. Peut-on recevoir par une PDP et émettre par le PPF? Tout à fait. Vous pouvez même... c'est tout à fait libre. Recevoir des factures par une PDP et émettre par le PPF, on fait vraiment comme on veut, oui. J'avais quelque chose, je voyais une question sur le secteur médical. Savez-vous où l'on peut trouver la liste des actes soumis à TVA? Alors, le principe en matière médicale, c'est que les actes qui sont remboursés par la sécurité sociale ne sont pas soumis à TVA, globalement. Après, il n'y a pas de liste en soi, mais par exemple, la chirurgie esthétique, c'est une opération qui est soumise à TVA. Et il faut bien faire attention à savoir si on a la qualité de médecin, ce qui n'est pas toujours le cas si on a des sociétés qui sont commerciales et qui proposent des services annexes. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça sur la liste des actes soumis à TVA. Il faut faire une analyse au cas par cas des différents actes. J'espère que j'ai répondu en partie à la question. Alors, est-ce qu'il y a une obligation de conservation en matière de e-reporting, le fichier de données envoyé en lui-même? Eh bien oui, puisque en fait, ça fait partie de la piste d'audit fiable. Vous avez une obligation de démontrer que la facture qui est émise correspond bien à la facture, aux données qui ont été adressées. Mais vous pouvez voir, si vous passez par une PDP, que ça soit la PDP qui conserve ces données pour votre compte et que vous puissiez y avoir accès en cas de contrôle fiscal. Alors, je comprends que le PPF est censé assurer la conservation des factures à la réception. Alors, si je passe par le PPF pour la réception, oui. Comment cela se passe en pratique si on a une PDP? Est-ce que le PDP y a accès? Ça veut dire que je n'ai pas été assez claire parce que si on a choisi le PPF pour la réception de ces factures, il n'y a pas de raison. Alors c'est-à-dire si vous avez une PDP en émission et que vous choisissez le PPF en réception, en fait, vous pouvez déléguer à un tiers, à une PDP, votre accès au PPF. Donc ça, c'est prévu par la réforme, la délégation à un tiers. Je peux demander soit à une PDP, soit à un expert comptable. Je peux lui donner mon propre accès au PPF qui pourra accéder aux factures en question. Je pense que j'ai répondu à la question. Voilà, donc ça se fera via une manipulation. Il y aura des niveaux de sécurité assez importants pour s'assurer que la personne que vous mandatez pour aller consulter votre compte sur le PPF soit bien habilitée et que vous êtes bien d'accord. C'est pour éviter les fraudes, bien entendu. Attention toutefois à le niveau de conservation des factures, c'est-à-dire que l'archivage en matière fiscale, c'est un archivage qui est sécurisé, c'est un archivage via un coffre-fort électronique. Ce que va proposer le PPF en matière de conservation, il est dit que ça sera conforme à l'article L102B, il faudra quand même bien confirmer ça, puisque c'est quelque chose qui est très important de pouvoir garantir dans le cas d'un contrôle fiscal.
Alors, c'est quoi les OD? Les OD, c'est les opérateurs de dématérialisation, en fait, qui ne sont pas agréés par l'administration fiscale. Donc, ça va être des prestataires de services informatiques qui vont proposer des contrôles sur vos données de facturation, mais qui ne pourront jamais ni avoir accès à l'annuaire, ni émettre et recevoir des factures électroniques en votre nom et pour votre compte. Oui, la facture électronique concerne les indépendants et les artisans. Oui. À partir du moment où ils sont établis en France et où ils facturent, alors soit des individuels en B2C, soit du B2B, ils rentrent dans le cadre de la facturation électronique. Alors l'annuaire, il sera accessible à partir de janvier 2024. La date de parution des BOFIP, alors, ça devait être en avril, non, ça a été repoussé à juillet. Tout comme la date de parution des PDP, elle était prévue en juillet, dépôt des dossiers en mai, premières immatriculations en juillet, et finalement, ça a été repoussé complètement en décembre pour qu'elles soient toutes connues d'un coup. C'est en fait une problématique de concurrence, c'est-à-dire que la problématique aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ont anticipé la mise en place de la réforme, elles ont hâte de choisir leur PDP, sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui qui sera immatriculé et on ne le saura qu'une fois que l'administration aura mené ses audits, et ce sera en décembre uniquement. Et les BOFIP, on les attend en juillet. J'espère que ce sera plutôt début juillet que fin juillet, mais on ne sait pas. Alors, pour le secteur médical, à nouveau, les actes ne sont pas soumis à la TVA, mais certains y sont assujettis, oui, tout à fait, comme je le disais. Est-ce que dans ce cas, les factures concernant ces actes sont concernées? Oui, tout à fait. À partir du moment où je ne suis pas dans le cadre de la dispense de facturation visée par les articles 261 à 261E du CGI, je suis dans la réforme. Donc, oui, dans le secteur médical, je peux avoir, pour les actes assujettis à TVA, à passer soit par le e-invoicing, soit par le e-reporting. Oui. Il y a une question, je pensais que ça n'était pas obligatoire pour les factures à destination des particuliers. Est-ce que ces factures sont également concernées? La question est intéressante parce que vis-à-vis des particuliers, on peut émettre une facture, mais il n'y a pas d'obligation d'émettre une facture. Donc, la facture, dans le domaine fiscal, c'est le B2B. Dans le B2C, je peux émettre une facture, mais je ne suis pas obligée. Si j'émets une facture vis-à-vis d'un particulier, je ne suis pas dans le cadre de la réforme pour le document facture lui-même. Par contre, j'ai l'obligation de transmettre à l'administration fiscale les données de transaction liées à cette opération B2C. Et donc, finalement, l'administration fiscale vous dit, si vous émettez des factures à destination des particuliers, et si c'est plus facile pour vous de les émettre via un des formats du socle, allez-y. Mais vous pouvez faire comme ça, et à ce moment-là, nous, on extraira les données de transaction dans le cadre du B2C, et on reportera bien les cases qui vont bien. Donc, qui peut plus, peut le moins finalement. Mais donc, si on fait des factures et qu'on veut passer les factures en B2C dans la réforme, on le peut, mais il n'y a pas d'obligation. Par contre, il y a une obligation de e-reporting. Il faut, d'une façon ou d'une autre, soit via le e-invoicing, soit via le e-reporting, les opérations B2C doivent être transmises à l'administration, en tout cas les données de transaction. Alors, un EDI fiscal, c'est un EDI qui a certaines caractéristiques spécifiques qui sont codifiées dans le Code général des impôts. Et en fait, l'EDI fiscal, c'est lorsque il y a une convention d'interchange qui est conclue entre fournisseurs et clients. Et du coup, on prévoit qu'il y a certaines informations qui sont incrémentées automatiquement lors de l'échange des factures, la liste récapitulative des partenaires,
j'ai une incrémentation automatique des factures qui sont émises et reçues dans le cadre de l'EDI fiscal. Et dans le cadre d'un EDI simple, il n'y a pas forcément ces documents qui sont émis et qui sont sécurisés à chaque fois que l'EDI fonctionne. Donc, il y a des caractéristiques techniques assez précises, pas très compliquées. Il y en a quelques-unes il faut vérifier en fait dans le contrat. La problématique, c'est que les contrats d'EDI sont souvent anciens, rarement mis à jour, et du coup, voilà, il faut faire un petit audit de ce qu'on a comme caractéristique. Alors, la forme et les données attendues des factures par le PPF, oui, tout ça est tout à fait normalisé et c'est très technique. Je vous invite à consulter le dossier des spécifications externes, qui est vraiment, d'un point de vue technique informatique, très vaste et très détaillé. Est-ce que les comités d'entreprise entrent dans le champ de l'e-invoicing ou du e-reporting? Eh bien, là, je ne sais pas si je vais... En fait, à partir du moment où j'ai si je suis un comité d'entreprise assujetti à TVA, que j'ai un numéro de TVA, alors oui, je suis dans le champ de la réforme. C'est comme les associations qui ont un secteur lucratif, en fait. Donc, ça dépend du régime TVA du comité d'entreprise. Excusez-moi, il y a des questions. On a reçu pas mal de questions. Ouais. On a reçu, par exemple, une autre question. Oui. Il y a des questions. Les PME peuvent-ils anticiper les échéances de calendrier? Oui, tout à fait. Tout le monde, si vous souhaitez anticiper, aucun problème, vous pouvez. On n'est pas du tout obligé de passer dans la réforme à la date dite, on peut anticiper. Pourquoi les logiciels comptables ne prennent pas en charge les transmissions au PPF sans intermédiaire? Ils ont tous les éléments. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. En fait, j'imagine que c'est dans le cas où on fait appel à un expert comptable. Si c'est le cas, on peut tout à fait demander à son expert comptable que ce soit lui qui assure la transmission au PPF. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de connexion directe entre le logiciel comptable et le PPF. Il faut forcément l'intervention d'un tiers. Et à nouveau, vous pouvez mandater un expert comptable pour transmettre les données en votre nom et pour votre compte au PPF, modulo l'obligation de piste d'audit fiable, où il faut bien faire attention à ce qui est transmis en votre nom et pour votre compte. Oui, vous pourrez fournir des annexes avec les factures, aucun problème. Sachez que, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais les factures ne sont pas transmises à l'administration fiscale. Vous pouvez transmettre des annexes, elles seront reroutées au destinataire, mais elles ne seront pas transmises à l'administration fiscale. Seules les données de facturation nécessaires au pré-remplissage des déclarations de TVA seront transmises à l'administration. Que va devenir Chorus Pro? Chorus Pro existera toujours, c'est le PPF. Peut-être une toute dernière, parce qu'on est 16 heures déjà. Alors, sur la même facture, quelle forme de TVA sera privilégiée entre débit et encaissement? Ça, c'est pour les opérations mixtes. Il vaut mieux opter pour les débits. Dans ce cas-là, il faudra faire une allocation en fait entre les différents entre biens ou services. Bon, je pense qu'on a reçu beaucoup d'autres questions encore qui sont un peu perdues dans le chat. Alors, j'invite nos participants, merci beaucoup pour votre participation, mais je vous invite à écrire directement à
Maître Laurence Bouchard, je pense que vous avez déjà l'adresse mail dans votre écran. Je voulais juste, avant de clôturer le webinaire, vous annoncer que l'APP a lancé en fait une nouvelle solution fiable et sécurisée de redotage et d'archivage. Cette solution est adaptable et peut gérer un large volume de data grâce à une connexion API pour vous permettre de prouver l'heure et la date de toutes vos factures électroniques, ce qui est super important comme on a vu. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail ou vous voyez dans notre site les informations. Mais Maître, je voulais juste vous remercier encore une fois. C'était une intervention super intéressante. Merci. Et bon, à la prochaine alors. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous et à tous.